L'écrivain britannique Clive Barker est un artiste aux multiples facettes. Également peintre et réalisateur de cinéma, il est surtout connu en France comme le créateur de la licence Hellraiser et de ses Cénobites, adepte de rituels mêlant plaisir et souffrance. Auteur de nombreux romans d'horreur, comme par exemple la série des Livres de sang dont est issu entre autres le croque-mitaine Candyman, il a au fil des années créé un univers où surnaturel, violence et onirisme s'entremêlent. S'il a souvent peint lui-même ses créatures de la nuit, depuis les années 90, il s'est aussi régulièrement intéressé au monde des jeux vidéo, comme nouveau support pour ses histoires fantastiques. Bienvenue dans ce Retro & Magic, marqué par la magie qui lui est consacrée. Si en 1987, le premier Hellraiser réalisé par Clive Barker n'avait pas eu droit à son adaptation en jeu vidéo, ce fut doublement le cas pour l'adaptation de la nouvelle Cabal en 1990, appelée Nightbreed en VO. Dans le jeu d'action adapté du film, on incarne son héros, Aaron Boone, accusé à tort d'une série de meurtres sanglants et cherchant refuge auprès des tribus de la Lune, une communauté de monstres cachés sous le cimetière de Midian. Divisé en 3 niveaux distincts, le jeu est en fait une succession de tableaux où le joueur devra retrouver des objets magiques permettant d'accéder au souterrain de Midian. Il devra surtout éviter les attaques de monstres belliqueux et des Fils de la Liberté, des policiers xénophobes visant à éradiquer tout être différent de la surface de la Terre. Si l'on reconnaît bien certains designs des créatures du film, l'ensemble est quand même très basique dans sa conception. Malgré la possibilité d'utiliser des runes pour reprendre la partie à des endroits clés de l'aventure, l'énorme manque de maniabilité du personnage, couplé aux ennemis nombreux et réapparaissant constamment, en font une expérience de jeu extrêmement frustrante, même avec la meilleure volonté du monde. La deuxième déclinaison de la licence du film se présente sous la forme d'un film interactif, ou tout du moins ce qui s'en approchait dans les années 90. Suivant scrupuleusement la trame du récit original, le joueur devra revivre les scènes clés du film via plusieurs mini-jeux qu'il fallait également accomplir dans le bon ordre. Dans un premier temps, il lui faudra aider Boone à rejoindre le cimetière de Midian en évitant de tomber en panne d'essence ou de se faire arrêter par les barrages de police. Arrivé sur place, il se fera mordre par le redoutable Péloquin et devra échapper à son poursuivant via une séquence de clics en rythme. Abattu par la police, Boone revient d'entre les morts grâce au pouvoir de la morsure et devra retourner à Midian, seul endroit où les Nightbreeds peuvent se cacher de la cruauté des hommes. Arrivé sur place, il lui faudra éviter les couteaux lancés par le Masque, tueur psychopathe joué dans le film par le glaçant David Cronenberg. Après l'assaut lancé par les Fils de la Liberté, il s'agira de traverser le labyrinthe des couloirs de Midian en vue subjective. Pendant cette exploration, il lui faudra régulièrement se défaire de ses ennemis ou survivre à des séquences très stressantes où il devra éviter d'être la cible d'un viseur laser ou parer les attaques aléatoires de monstres volants. Devenu le sauveur Cabal, il s'agira enfin de secourir d'autres monstres cachés dans le labyrinthe pour finalement échapper à cet enfer. Enfer effectivement, car si la facture technique des mini-jeux est correcte pour l'époque, l'extrême difficulté de la séquence du labyrinthe final, imposant de remonter des puits en rebondissant sur les parois ou de dessiner ses plans case par case sur papier, a certainement conduit plus d'un joueur à l'asile. Une frustration du public qui entraînera des ventes médiocres et conduira à l'annulation d'un 3e jeu qui aurait dû être un RPG. Au cours de l'année 2000, une bande-annonce attire l'attention des joueurs fans de fantastique. Citant ouvertement Clive Barker et ses livres de sang, elle met en scène les membres démoniaques de la famille Covenant, s'entre-déchirant dans leur manoir. Une démo du jeu sortira un peu plus tard, nous présentant quelques-uns des ennemis et lieux à visiter, et qui se terminait sur un tableau qui se transforme du plus bel effet, annonçant d'emblée la couleur. Ironiquement prévu pour la Saint-Valentin, Clive Barker's Undying sortira finalement une semaine plus tard, le 21 février 2001. Utilisant une version améliorée du premier Unreal Engine, le jeu nous met dans la peau de Patrick Galloway, un enquêteur irlandais spécialisé dans l'occulte et le surnaturel. Appelé à l'aide par son ancien compagnon de guerre, Jeremiah Covenant, Patrick se rendra vite compte qu'une malédiction semble peser sur le vieil homme. My thanks to you, Patrick.
What the hell is that? Les membres décédés de sa famille reviennent d'entre les morts et une cohorte de créatures menaçantes les accompagne. Équipé de la pierre de Gelzi-Abar, trophée mystique lui permettant de voir les manifestations surnaturelles cachées, Patrick devra utiliser armes et sortilèges divers pour se défaire de ses ennemis et empêcher le retour du roi d'Undying, enterré vivant depuis des siècles d'après la légende. Au cours de son exploration de l'immense manoir et des étendues constituant le domaine des Covenants, il rencontrera aussi plusieurs obstacles et portes bloquées, constituant autant de quêtes annexes à la résolution de l'intrigue. Il lui faudra ainsi visiter des catacombes grouillant de monstres, explorer une caverne de pirates, traverser les ruines flottantes du royaume perdu d'Oneiros, voire même remonter le temps afin de récupérer un artefact magique dissimulé dans une abbaye maudite. Au fil de l'aventure, il récupérera progressivement de nouveaux pouvoirs comme celui d'invocation ou de nécromancie, faisant combattre les ennemis vaincus à ses côtés. Il aura aussi la possibilité de récolter des items de soins ou augmentant la puissance des sorts, et devra régulièrement utiliser d'autres objets comme de la dynamite pour venir à bout de certains pièges mortels. Il lui faudra aussi faire face à plusieurs créatures belliqueuses, comme les hurleurs capables de décapiter d'un coup, des créatures tentaculaires rappelant fortement l'univers de Lovecraft, ou des sortes de corbeaux momifiés brouillant la visée du joueur. Autant de créatures dont il faudra apprendre à éviter latéralement les coups, sous peine de devoir recommencer au dernier point de sauvegarde. La traversée de chaque zone se conclura par un combat contre un des membres maléfiques de la famille Covenant, Lisbeth, la cadette vampirique, Ambrose, le rebelle assoiffé de pouvoir maniant la hache, et auquel Clive Barker prête sa voix en VO. What madness has your family caused this time? Ou encore Aaron, artiste et accessoirement écorché mort-vivant. Autant de personnages dont la personnalité sera mise en avant par les nombreuses notes et journaux intimes disséminés dans le jeu et consultables en cours de partie. Une vraie volonté de rendre ses ennemis plus humains et que l'on doit directement à Clive Barker. S'il a aujourd'hui techniquement vieilli, Undying reste néanmoins très réussi grâce à son ambiance horrifique très prenante. L'atmosphère sinistre et mystérieuse dans laquelle baigne le jeu est d'ailleurs renforcée par la nécessité d'utiliser fréquemment le sort de vision nocturne, vu la pénombre dans laquelle sont plongés beaucoup des environnements traversés. Cela se retrouve aussi dans les nombreuses scènes chocs et cinématiques temps réel d'excellente qualité, contribuant grandement à l'impact de la plupart des événements horrifiques du jeu. On remarquera d'ailleurs ce souci du détail jusque dans les cutscenes ponctuant systématiquement la mort du joueur. Soulignons à ce sujet l'impressionnant travail de Chara Design signé des illustrateurs Brian Horton et Jonathan Gregerson, ainsi que la musique orchestrale du compositeur Bill Brown, nous mettant dans l'ambiance dès l'accès à l'interface du jeu. Enfin, pour l'anecdote, signalons que malgré le sérieux de l'ensemble, les développeurs n'ont pas résisté à inclure quelques petits secrets et gags cachés pour ceux qui savent tout chercher. Un temps évoqué grâce aux possibilités du moteur d'Unreal Tournament, la création d'un mode multijoueur sera finalement abandonnée, tout comme le portage prévu sur PS2 qui sera tout simplement annulé. Malgré une fin suffisamment ouverte pour offrir la possibilité d'une suite et l'accueil enthousiaste des fans de jeux d'horreur, les chiffres de ventes inférieurs aux prévisions d'EA Games mettront malheureusement un terme aux aventures occultes de Patrick Galloway. The end of days will soon be upon us. Après Undying, il faudra attendre 2005 pour retrouver le nom de Clive Barker associé à un jeu vidéo, ou plutôt un prototype de jeu puisque Démonique, prévu sur Xbox 360, ne sortira jamais à la vente. Les quelques rares images du jeu, issues de teasers et versions en cours de développement, nous confirment qu'il s'agissait cette fois d'incarner un puissant démon, invoqué des enfers et disposant de pouvoirs de télékinésie, pyrokinésie et métamorphose. Chose plutôt inhabituelle, ce prototype apparaît à plusieurs reprises dans le film américain Grandma's Boy, en tant que jeu développé en secret par le héros travaillant dans une boîte de jeux vidéo. Malheureusement, sa présence dans cette comédie lourdingue et surtout les problèmes financiers de l'éditeur Majesco auront raison du projet Démonique qui disparaîtra dans les limbes du Development Hell. Be good at being bad. Demonic.
Ce n'est finalement qu'en 2006 qu'un jeu estampillé Clive Barker se retrouvera à nouveau sur les linéaires avec Clive Barker's Jericho. Dans ce FPS, nous proposant d'incarner plusieurs personnages, nous faisons connaissance avec l'équipe des Jericho, unité d'élite appelée en renfort en cas de menace surnaturelle, ou, comme le résume un de ses membres au début de l'aventure, des sorciers avec des flingues. Leur but lors de cette mission est d'empêcher le retour du premier-né, créature millénaire créée puis bannie par Dieu bien avant Adam et Ève. This is where it was. This isn't real. It's as real as your soul. Help me. Voyageant dans le temps et l'espace via des portails temporels, ils devront se défaire des hordes de créatures démoniaques envoyées par les adorateurs du premier-né, eux-mêmes prisonniers dans des dimensions parallèles. Débutant dans les ruines de la cité d'Al-Khali, le joueur dirigera cette équipe de combattants surnaturels près de la porte de Brandebourg pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans un château moyenâgeux au temps des croisades, Dare address the Seraphim Gabriel? Rise, my son. ou à l'époque de Caligula et de ses orgies sanglantes. Dès la vidéo d'intro signée du studio d'animation Blur, le ton est donné. On ne va pas être là pour rigoler. Holy shit! Go, go, go! Si l'on dirige dans un premier temps le capitaine Ross, celui-ci se fait tuer au début de l'aventure et son esprit mouvant nous permet ensuite d'incarner à loisir chacun des membres de l'équipe aux habiletés extrasensorielles variées. Ainsi, si Abigail Black peut contrôler ses balles par télékinésie, le père Rawlings, lui, peut régénérer ses coéquipiers, alors que le sergent Delgado peut brûler ses ennemis à distance à l'aide de l'esprit de feu présent dans son bras. Ces pouvoirs spéciaux ne seront pas de trop pour venir à bout des créatures de cauchemar rencontrées dans le jeu, et dont les designs torturés rappellent fortement les films de l'auteur d'Hellraiser. Tournant sous le moteur 3D Mercury Engine, le jeu est plutôt réaliste et très gore. Alliés comme ennemis utilisent fréquemment la magie et les rituels de sang comme source de pouvoir pour leurs invocations. Certaines limitations techniques ont d'ailleurs été très intelligemment intégrées à l'ambiance, comme ces nuées de mouches carnivores se chargeant de faire disparaître les cadavres des vagues d'ennemis abattus, tout en restant dans le ton morbide du jeu. En dehors de son côté gore, on retrouve l'apport de Clive Barker dans la psychologie et le passé évoqué des personnages, un peu plus développé que d'habitude dans ce type de jeu, et progressivement dévoilé lors de certaines cinématiques. I was your handler in Chechnya, then Sudan. What about Prague? Prague, 1999. Malgré le lyrisme gothique des musiques signées Chris Velasco, le jeu n'arrivera pas à marquer durablement les joueurs. La faute certainement à certaines lacunes dans le gameplay, comme l'absence de sauts, la trop grande linéarité de l'aventure et la présence de quick time events souvent frustrants et répétitifs. Le choix volontaire de ne pas proposer de multijoueur, mode difficilement implémentable vu les pouvoirs de distorsion temporelle de certains personnages, aura certainement aussi pesé dans la balance. Au rayon des déceptions, on notera également la curieuse absence dans la version finale du jeu de l'impressionnant templier zombie pourtant mis en avant dans la bande-annonce et sur la jaquette. Jericho se terminera sur une étonnante fin ouverte dotée d'un cliffhanger soumis à différentes interprétations, mais n'aura jamais droit à une suite faute de ventes suffisantes. Neat trick. Malgré l'implication de l'auteur, les jeux signés Clive Barker n'ont malheureusement pas été des chefs-d'œuvre. À l'exception d'Undying, la plupart ont eu du mal à marquer les joueurs qui s'y sont essayés, souvent en raison de choix de gameplay pas toujours très heureux. En tout cas, quand le jeu réussissait à sortir. Néanmoins, quand on s'y intéresse de près, tous ont, d'une manière ou d'une autre, pu bénéficier du savoir-faire, de la patte de l'écrivain dans la psychologie de ses personnages, bons ou mauvais, et de son ambiance horrifique si particulière. Pour conclure, on espère revoir un jour Clive Barker participer à de futurs projets vidéoludiques et ainsi se replonger dans ces univers violents et étranges où la magie tient toujours une place importante, mais où les véritables monstres ont bien souvent un visage humain. I'm counting on you to reveal them and put an end to this mess.